Bonjour Maël Lemoine, bonjour et merci. Merci d'être ici ce 22 novembre à Paris, à la Maison de la Chimie, et d'avoir accepté de parler philosophie et obésité devant nous tous qui sommes médecins, professionnels de santé. Alors, prouesse de la technologie ou vertu de l'organisation, vous êtes là et pourtant vous êtes dans le ciel quelque part au-dessus de l'Atlantique entre New York et Paris. Et je vous sais gré d'avoir accepté que cette interview puisse être tournée pour nous tous avant même cette belle journée. Il nous a paru judicieux de vous interpeller, de souhaiter que vous vous exprimiez sur le concept philosophique à propos de l'obésité. Alors, avant de parler de l'obésité, je vais m'autoriser à vous interpeller sur l'excès, la réflexion philosophique qu'un philosophe peut conduire sur le paradigme de l'excès. Et l'excès nous conduira aussi rapidement au concept de l'insuffisance. L'excès, l'insuffisance. Par rapport à quoi? Par rapport à la norme qui, en médecine, est tellement importante. La norme, la normativité, le normal, la normalité, d'où tout écart devient peut-être trop souvent, pour nous, gens de santé, une pathologie du moins, une pathologie du trop. Alors, ce paradigme de la norme, au fond, vous, philosophes, l'acceptez-vous? Acceptez-vous ou nous amenez-vous, nous, à nuancer les paradigmes de la norme et les abacs de la normalité? Qu'en pensez-vous, Maël? Alors, la réponse que vous ferez, je pense, tout philosophe à ma place, commencerait par une histoire au sens de l'histoire de la médecine, et nous reporterait, je dirais, au XIXe siècle, avec au moment de naissance de la médecine scientifique, c'est-à-dire avec la physiologie, avec la naissance de la physiologie expérimentale. C'est à cette époque-là, en effet, que naît l'idée précise de ces notions dont la médecine contemporaine a hérité, et qui sont ces notions d'hypoglycémie, d'hyperglycémie, d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie, etc. C'est-à-dire un langage qui est précisément celui que vous indiquez, un langage de l'excès ou de l'insuffisance. C'est là que dans le langage médical apparaissent peut-être pour la première fois ces mots nouveaux, l'hyper-lipo, ce qui suppose une ligne de normes. Absolument. Alors je ne pense pas que ce soit la première fois que ces mots hyper et hypo apparaissent, mais c'est la première fois qu'ils apparaissent pour désigner des doses biologiques. Donc c'est là, je pense, non pas la naissance, encore une fois, du concept d'excès ou du concept d'insuffisance, mais sa naissance médicale, à proprement parler, biologique et médicale. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est une nuance importante, parce que, puisque vous y faisiez référence, vous trouvez déjà dans la médecine d'Hippocrate cette notion d'hyper ou d'hypo, où le préfixe dis, qu'on trouve dans dysfonctionnement, vous pouvez trouver dans beaucoup de mots médicaux, enfin, beaucoup sont formés sur cette racine dis, comme dans dysfonctionnement, par exemple. Donc on trouve tout ça chez Hippocrate déjà. La différence, c'est qu'il s'agit désormais de mesures scientifiques et de chiffrage, de quantification précise. Il ne s'agit plus d'une idée vague d'équilibre entre deux valeurs qualitativement définies, comme un excès et un défaut, mais il s'agit bien de quantité. Alors, à la fois c'est un grand progrès, mais cela comporte également un grand danger. Et ce danger a été dénoncé par un philosophe de la médecine français, un grand précurseur de la philosophie de la médecine contemporaine, Georges Canguilhem. Voilà. Et Georges Canguilhem a mis en évidence, en étudiant les travaux de Claude Bernard, donc un des grands acteurs de cette révolution physiologique, a mis en évidence le fait qu'on ne pouvait pas trouver dans cette étude de nombre ou de quantification une notion juste de la pathologie ou du pathologique. Donc cette notion nous est naturelle, penser qu'il y a un excès et un défaut en toute chose, encore une fois, mais elle n'est probablement pas suffisante pour définir ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas. Alors, si je récapitule, si vous voulez l'argument en vous donnant un exemple simple, ce concept d'hypo ou d'hyper trouve ses limites dans des exemples comme, mettons, la calvitie. Bien sûr. Voilà, on dirait que la calvitie, bien sûr, est une insuffisance
capillaire, voilà, capillaire. Mais ce n'est pas pour autant, sauf si on parle bien sûr de cas très particuliers d'alopécie par exemple, ce n'est pas de soi-même un état pathologique. Ce n'est pas parce qu'il y a un défaut qu'il y a un état pathologique. Et de la même manière, évidemment, même si ça nous semble plus embêtant à dire, une hyperglycémie n'est pas pathologique simplement parce qu'il s'agit d'une hyperglycémie. Donc ça nous pose la question de la médicalisation. Qu'est-ce qui fait qu'une valeur excessive ou insuffisante est médicalisée ? C'est une démarche tout à fait importante et j'ai bien compris que la naissance de la biologie moderne, la biologie la plus scientifique et qui ne cesse de progresser, a en quelque sorte étayé, magnifié le concept des différences de l'hyper, de l'hypo, de l'excès, de l'insuffisance. Et naturellement, dans ce cheminement-là, et vous venez de le souligner, il faut faire la part de ce qui est dans la normalité physiologique, au sens le plus large possible, et puis ce qui devient médical. La médicalisation de l'obésité. La médicalisation de l'obésité, la dénoncez-vous? La déplorez-vous? Ou bien faut-il définir plus précisément la limite qui sépare en quelque sorte le bien fondé de l'abusif, le légitime du coupable, le préventif et le thérapeutique de l'exploitation mercantile d'une souffrance réelle, d'un mal-être réel. Et au fond, est-ce que pour vous, la médiane logique, acceptable pour le philosophe comme pour le médecin, c'est l'IMC? Donc pour vous, où est la limite qui sépare le bon grain de l'ivraie? Ici, sur ce point, ce que les sciences sociales ont le plus mis en évidence, c'est le caractère ou le statut de construction de représentation, ou construction sociale, on utilise souvent cette expression-là, pour désigner des étiquettes comme par exemple l'obésité et bien d'autres, la dépression, et puis encore d'autres états qui n'appartiennent pas nécessairement à la médecine. Mais en médecine, en tout cas, beaucoup ont été, je dirais, dénoncés, puisque c'était votre question. Est-ce que je dénonce cette médicalisation? Alors, c'est un schéma, je dirais, de travail très fréquent, encore une fois, en sociologie, en histoire ou en philosophie. Je pense qu'il faut être très prudent sur ce point, parce qu'il y a une différence à faire très précise entre le fait qu'un terme corresponde à une construction sociale et le fait, par ailleurs, que ce terme corresponde aussi à un fait naturel ou, par exemple, à une pathologie réelle. Pour vous donner un autre exemple, on peut se poser la question, l'obésité est-elle pathologique? Voilà. Mais si je vous donne un autre exemple, l'épilepsie est-elle pathologique? J'imagine que pour la plupart des gens, ou le cancer est-il une pathologie? J'imagine que la plupart des gens répondront oui, c'est une pathologie. Bien sûr. Pour autant, c'est aussi une construction sociale. C'est-à-dire que c'est un terme, un mot, une représentation qui véhicule des valeurs, des craintes, par exemple, typiquement des craintes, mais aussi un certain nombre de représentations de la justice de la nature ou la justice de la société, etc. Donc vous voyez, c'est à la fois un fait naturel, donc pathologique ici en l'occurrence, et une construction sociale. Alors, dénoncer une construction sociale ou dénoncer le fait qu'on considère un État comme une construction sociale, ce n'est pas montrer que cet État devrait être médicalisé ou démédicalisé ou dépathologisé. Il faut bien faire la différence. Alors, très souvent, la charge qui sera faite, c'est de dénoncer, dans la médicalisation, par exemple, de l'obésité, des intérêts financiers, par exemple, de groupes pharmaceutiques, par exemple, la complaisance d'un certain nombre d'experts, par exemple, qui souhaiteraient construire une carrière sans se soucier du sort des gens qu'on va ainsi stigmatiser. Donc, ces mécanismes de stigmatisation qu'on peut observer à chaque fois qu'on considère qu'une condition est pathologique, tous ces mécanismes font qu'effectivement c'est une construction sociale. Mais encore une fois, je reviens à la question que vous me posiez. Pour moi, la question fondamentale, c'est s'agit-il d'un état pathologique ou non? Et quand on se pose cette question très directement, il me semble que la réponse majoritaire dans le champ des sciences sociales, et qui est très intéressante, qui est cruciale, elle consiste à dire qu'il s'agit aussi essentiellement d'une question de valeur.
Alors, si vous voulez, on renverse un premier paradoxe en tombant dans un deuxième paradoxe qui consiste à dire que si nous disons que l'obésité est pathologique, c'est pour des raisons de valeur, c'est-à-dire c'est parce que nous considérons que c'est un état essentiellement indésirable, qui attire de la stigmatisation, qui engendre de la souffrance, etc., ou qui peut engendrer de la souffrance, etc., ostracisme, enfin tous ces phénomènes sociaux. Mais dire cela implique aussi de dire que, par exemple, le cancer est une pathologie pour les mêmes raisons. Non pas pour des raisons biologiques, mais pour des raisons de valeur. C'est un état qu'on considérera comme indésirable, qui engendre de la souffrance, etc. Et ce serait pour cette raison qu'on parlerait de pathologie. Merci Maël Lemoine, merci pour ce que vous avez apporté du haut de votre avion. Merci beaucoup. Merci à vous.